maire, chers collègues, par la présente délibération, vous nous demandez d'émettre un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme intercommunal tel qu'il est désormais arrêté, sous réserve des ajustements et erreurs matérielles dont vous sollicitez l'examen. Dans un document mis en ligne le 10 février dernier, l'AMEL expose qu'ont été organisées 6 réunions publiques ayant regroupé 239 participants, 4 ateliers citoyens avec 102 participants et 2 réunions de restitution. Les citoyens ont dans le même temps émis plus de 700 contributions portant sur les thèmes de la construction, du cadre de vie, de l'habitat, de la mobilité, l'économie, l'eau, le climat, l'air, l'énergie, les gardiennes de l'eau et la préservation des terres naturelles et agricoles. Sur un sujet aussi technique, c'est incontestablement le signe d'un relatif intérêt du public. Cependant, si on le compare avec les plus de 450 rencontres avec les communes et les plus de 3000 demandes d'élus analysées, dont 81% des demandes ont été prises en compte, on mesure combien ce document d'urbanisme, directement opposable aux propriétaires ou aménageurs fonciers, demeure abscon aux yeux de nos concitoyens. Nous ne pouvons donc que regretter que le projet arrêté n'ait pas été soumis au conseil de quartier qui aurait pu, dans le même temps, informer les habitants, les inciter à s'intéresser et s'exprimer et relayer leurs suggestions ou inquiétudes au plus près des enjeux locaux. Ainsi, aurait-on pu sensibiliser plus largement associés lorsque viendra le temps réglementaire de l'enquête publique prévue au 3e trimestre de cette année. S'agissant cette fois des professionnels de l'immobilier et de la construction, ils semblent adopter une attitude attentiste vis-à-vis du futur +3 pour 2 motifs essentiels. Le calendrier de mise en application est long et il leur est donc difficile de se projeter, particulièrement en période de contexte économique difficile, qui les prive de la visibilité et de la stabilité nécessaires à leur équilibre économique. Il semble que plusieurs communes concernées s'apprêtent à rejeter le +3, ce qui ne manquera pas d'entraîner d'autres modifications. Les professionnels et leurs diverses fédérations, l'Ordre des architectes, la Fédération des promoteurs immobiliers, la Fédération française du bâtiment, qui paraissent avoir peu été consultés, s'interrogent sur les conséquences du +3 en matière de développement de la métropole. Le +3 permettra-t-il de bâtir suffisamment de locaux à vocation économique pour accompagner les besoins des entreprises? La question vaut également pour la restructuration de sites existants. Le +3 permettra-t-il d'accompagner la politique de logement? Permettra-t-il de produire et de rénover suffisamment de logements pour répondre aux besoins des habitants actuels et futurs? Rappelons que 58 000 demandes de logements sociaux sont en attente et l'on considère qu'il est nécessaire de bâtir 60 000 logements dans les 10 prochaines années. Des outils réglementaires permettant de limiter les conséquences de la rareté et de la cherté du foncier s'avèrent indispensables. Autre observation, le rôle prospectif du PLUI, qui, rappelons-le, parle dans son rapport de présentation de la situation actuelle, des perspectives prévisibles, des besoins comme des enjeux, pour en tirer un tissu réglementaire destiné à infléchir, corriger ou encourager. Soulignons-le, le PLUI sera notre cadre normatif pour les 10 années qui suivront. Viennent aussitôt à l'esprit les zones à faibles émissions qui entraveront probablement de façon spectaculaire l'accès automobile à nos agglomérations dès la fin de l'année prochaine, ainsi que le zéro artificialisation nette, tous deux directement issus de la loi climat et résilience du 22 août 2021. Comment a-t-on pensé et réfléchi l'intégration des conséquences normatives certaines ou déjà prévisibles de ce texte et de ses décrets d'application dans le projet du PLUI, par exemple s'agissant du projet Saint-Sauveur, dernière grande entreprise urbaine disponible de notre commune? Si l'on considère les 10 dernières années, la surface artificialisée de la MEL a cru de 4%, dans le même temps que les surfaces agricoles diminuaient dans la même proportion. Et quand la moyenne française était de 34 mètres carrés par habitant d'espace vert en 2020,
En augmentation de 3 mètres carrés en 3 ans, elle n'était que de 25 mètres carrés par habitant sur notre territoire métropolitain en 2017. Plus généralement, l'urbanisme réglementaire devra intégrer la trajectoire climatique annoncée par le ministre Christophe Béchu le 23 février dernier. Nous le savons, une grande partie du changement climatique est désormais inévitable et ce n'est pas sans réjouir que de s'y préparer. Les servitudes d'urbanisme issues des plans locaux ont une part importante à prendre dans l'arsenal à venir. Notre commune agit-elle déjà en ce sens ? Quelques commentaires particuliers à présent sur le projet de Plus3. Il serait intéressant de disposer d'une carte générale illustrant toutes les orientations d'aménagement et de programmation dites OAP. Concernant les hauteurs de construction d'installations d'intérêt public et de services publics, il serait utile d'intégrer une règle et de dresser une liste des bâtiments considérés comme des installations d'intérêt collectif et de services publics. Certaines règles de constructibilité, parfois complexes, gagneraient à être clarifiées. L'usager du sol doit être confronté à une règle simple et intelligible de nature à prévenir ou alléger le contentieux d'urbanisme. Quelques observations détaillées, encore 1 minute enfin sur le texte même de la délibération et de ses annexes. Page 2 du projet de délibération. Orientation générale, il n'est pas évoqué d'enjeu patrimonial, alors même que la valorisation du patrimoine bâti est un enjeu écologique et économique essentiel. En dernier lieu, le parvis piéton au croisement entre la rue Pierre-Mauroy et la rue Gustave-Delory doivent être justifiés par la mise en valeur de ce site particulier. Et puisque je n'ai plus le temps, je coupe là. Mais pour tous les motifs ci-dessus, et singulièrement le défaut de consultation des conseils de quartier sur un document qui nous paraît muet sur plusieurs attentes majeures de nos concitoyens lillois, notre groupe a fait le choix de s'abstenir sur la délibération qui nous est soumise. Je vous remercie.